Aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui était destiné à être industriel, mais qui a fini légende du cinéma. Georges Méliès naît le 8 septembre 1861 à Paris. Son père est fabricant de chaussures de luxe et aimerait que Georges travaille avec lui. Le jeune Méliès, lui, aime dessiner et peindre. Malgré ça, il travaille quelques mois dans l'usine de son père en tant que mécanicien. En 1883, son père l'envoie à Londres pour parfaire son anglais. Il est accueilli par des amis de la famille, propriétaires d'un grand magasin de mode. Le jour, Georges est vendeur au rayon corset. La nuit, il apprend la prestidigitation avec David Devante, célèbre magicien de l'époque. Pour payer ses cours, Méliès lui confectionne des décors. De retour à Paris, Méliès fait des tours de magie dans les brasseries et parfois même au cabinet fantastique du musée Grévin. Parallèlement, il est journaliste et caricaturiste dans un journal appelé La Griffe. Il utilise le pseudo de Géo Smile. Géo pour Georges et Smile est quasiment l'anagramme de Méliès. En 1888, il revend les parts de l'affaire familiale à un de ses frères pour 500 000 francs, ce qui lui permet de racheter le théâtre Robert Houdin, et pas mal de matériel aussi, notamment tous les automates de Robert Houdin. Il présente rapidement des spectacles de grande illusion et invite de grands prestidigitateurs de l'époque. Il finit tous ses shows par des projections de photos, ce qui amène un peu de poésie dans les spectacles. Il connaît rapidement un très grand succès, justement grâce à cette poésie qui se démarque un peu des autres spectacles, à son esprit inventif et à son goût de l'esthétique. En 1891, il crée l'Académie de prestidigitation, qui devient en 1893 le syndicat des illusionnistes et enfin en 1904 la chambre syndicale de la prestidigitation. Un jour, Méliès croise quelqu'un qui va changer sa vie, et peut-être même le monde. Dites donc, monsieur Méliès, vous qui avez l'habitude dans vos trucs d'étonner quelque peu votre public, je serais bien heureux de vous faire venir ce soir au Grand Café. Pourquoi, lui dis-je? Parce que vous allez voir une chose qui, peut-être, vous épatera vous-même. Et au début, quand j'ai vu son appareil, n'est-ce pas, projeter des photographies immobiles en commençant, comme nous en faisions chez nous dans nos projections habituelles, j'ai dit comment on me dérange pour voir des projections, il y a près de 20 ans que j'en fais, ça n'a rien d'extraordinaire. Quand tout à coup, les personnages se mettent en mouvement, immédiatement j'ai dit voilà mon affaire, un truc extraordinaire. Selon les sources, c'était soit la veille, donc la répétition, soit le 28 décembre 1895, pour la première projection publique payante du cinématographe des frères Lumière. En gros, c'était la première séance de cinéma de l'histoire. Méliès est conquis. Il propose même aux Lumière de leur acheter le brevet. Mais Antoine Lumière ne veut pas. De leur côté, les frères, oui, encore des frères, Émile et Vincent Isola, ont été conquis eux aussi. Ils mettent au point de leur côté leur propre système, l'isolatographe. Méliès achète l'isolatographe et fonde sa propre société de production, la Star Film. Dès le mois d'avril 1896, Méliès organise des projections dans son théâtre. Mais pour l'instant, ce ne sont que des films inspirés ou carrément copiés des frères Lumière. Mais très vite, Méliès a l'idée de tourner des fictions. On raconte qu'un jour qu'il tournait dans la rue, la caméra tombe en panne. Il arrive à la relancer et continue ses prises. En regardant ce qu'il avait filmé, Méliès voit un omnibus se transformer en corbillard. Même si cette histoire semble relever plus de la légende, puisque cet effet, en réalité, avait déjà été utilisé, notamment par Edison, ça donne l'idée à Méliès d'aller encore plus loin dans son art de la magie. Son premier film avec cet effet et Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin. Méliès se met à beaucoup produire. C'est ainsi qu'il crée en 1897 le premier studio de cinéma à Montreuil, dans le jardin de sa propriété. C'est un grand hangar de 17 mètres de large pour 66 mètres de profondeur, avec une hauteur de 6 mètres. Et le toit est entièrement en verre.
Il n'avait pas les mêmes moyens de lumière que nous avons actuellement. Il tournait en lumière naturelle. Il fait installer une fosse, une scène, toute la machinerie que l'on peut trouver dans un théâtre. Il peint les décors lui-même. En plus de ses fictions, Méliès tourne aussi des actualités reconstituées, comme par exemple le sacre du roi Édouard VII en 1902. Il y développe aussi des ateliers de colorisation des pellicules à la main. À cette époque, Méliès est aussi bien producteur, réalisateur, comédien, scénariste, décorateur, machiniste, et vu qu'il fait aussi beaucoup de dessins préparatoires, on peut même dire qu'il était storyboarder. Méliès invente beaucoup d'effets. L'arrêt caméra. Cet effet lui permet de faire des apparitions ou des disparitions de choses ou de personnes. La surimpression, pour faire des apparitions de fantômes par exemple. Dans cette scène par exemple, la surimpression lui sert à faire rentrer la femme dans la valise. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'à cet endroit, le fond est noir. Ça permet de refilmer sur le même film à un endroit où la pellicule n'a pas été impressionnée. Les expositions multiples. C'est un peu le même principe que la surimpression. Sur un plan fixe, on cache une partie de l'objectif. On tourne sa scène et on retourne une scène. Ça permet d'avoir un seul personnage plusieurs fois. Il utilise beaucoup d'autres techniques empruntées au théâtre. Les décors, les maquettes, les toiles peintes, la fumée, les effets pyrotechniques, etc. Méliès n'a pas inventé que des techniques d'effets spéciaux. Son film Gugus l'automate de 1897 est le premier film qui parle de robots. D'ailleurs, le terme robot est anachronique puisque le mot n'existait pas encore. En 1899, son film d'actualité sur l'affaire Dreyfus dure 10 minutes et pourrait être qualifié de premier film politique de l'histoire. En 1902, il fait peut-être son film le plus connu, Voyage dans la Lune, inspiré des romans De la Terre à la Lune de Jules Verne et Les Premiers Hommes dans la Lune d'H.G. Wells. Le film est souvent considéré comme étant le premier film de science-fiction. C'était l'un de ses projets les plus ambitieux. La production est montée à plus de 10 000 francs de l'époque, ce qui d'après le site Inflation History s'élèverait aujourd'hui à environ 4,5 millions d'euros. Une somme colossale pour l'époque. Bien qu'il fût un énorme succès, le film n'a malheureusement pas rapporté autant que prévu. Dès sa sortie, des sociétés de distribution américaines lui ont acheté quelques copies, qu'ils se sont empressés de dupliquer pour inonder le marché américain. 6 ans plus tard, Pathé commande au cinéaste Segundo de Chaumont, un cinéaste espagnol, une copie du film. Sort alors le film Excursion dans la Lune. Si ce film est une copie quasi parfaite, plan par plan, du Voyage dans la Lune, Segundo de Chaumont prend malgré tout quelques libertés. Et ce n'a pas été sa meilleure idée. Le film perd de son côté poétique. L'idée de Pathé était d'avoir le même succès que Méliès, mais à des coûts moindres. En 1913, Georges Méliès perd sa femme. Il reste seul avec ses 2 enfants, Georgette, 25 ans, et André, 12 ans. C'est à ce moment-là qu'il décide d'arrêter le cinéma. Son théâtre, le théâtre Robert Houdin, transformé en salle de cinéma avec quelques spectacles de magie le dimanche, se voit contraint de fermer en 1914, dès le début de la guerre. À cette époque, Méliès transforme un de ses studios de cinéma en théâtre, le Théâtre des Variétés Artistiques, qui sera ouvert de 1915 à 1923. C'est sa fille, Georgette, qui en assure la direction. Mais les contrefaçons, la concurrence, la guerre et les créanciers ont fini par laisser Méliès très endetté. Il doit vendre sa propriété de Montreuil. Il perd sa maison, ses studios, son théâtre, ses décors, ses costumes. Une grande partie des archives de ses films est vendue à des forains. L'autre partie est vendue pour récupérer le celluloïd et les sels d'argent contenus dans la pellicule. Méliès lui-même, un jour qu'il était excédé, a brûlé une grande partie de ses films. En 1925, Méliès n'a plus rien. La belle-mère de sa fille retrouve une ancienne connaissance de Méliès, Jeanne d'Alcy. Elle avait été comédienne pour lui, et de par sa petite taille, pouvait se cacher facilement pour ses tours de magie. Il finit par l'épouser et emménager chez elle. Après sa carrière d'actrice,
Jeanne avait obtenu la gérance d'un petit magasin en gare de Montparnasse, un magasin de jouets et de bonbons. Méliès tiendra la boutique durant des années. Il continue de dessiner et parfois même se caricaturer lui-même, des caricatures qui en disent long sur son état d'esprit. À la mort de sa fille Georgette, il recueille sa petite-fille Madeleine. En 1926, Léon Druot, directeur du Ciné-Journal, tombe sur Méliès. Il le croyait mort depuis longtemps. Il lui demande alors d'écrire une série d'articles pour son journal. La série a pour titre « En marge du cinématographe » et contient 7 articles. Ces articles remettent un petit peu Méliès sur le devant de la scène et permet à la nouvelle génération de cinéastes de découvrir le cinéma de Méliès. En 1931, il est enfin reconnu par la profession comme étant l'un des 2 piliers du cinéma français, avec Louis Lumière bien sûr. À la fin de l'année, il reçoit même la Légion d'honneur. En 1932, la France traverse une crise économique. La boutique de jouets n'est plus rentable. Le couple doit la céder. Méliès, sa femme Jeanne et sa petite-fille Madeleine sont accueillis au château d'Orly. C'est là que la mutuelle du cinéma accueille les retraités du 7e art. Georges Méliès nous quitte le 21 janvier 1938 à Paris et repose au Père-Lachaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.